Bonsoir et bienvenue pour ce quatrième live qu'on fait au meilleur du chef. C'est le troisième live sur le thème de Noël. Donc ce soir nous allons faire une bûche façon profiterole. Donc, nous allons voir différentes techniques. Nous allons voir une pâte sablée, une pâte à choux, également une glace à la vanille, une petite sauce chocolat. Donc nous allons commencer par la pâte à choux. Donc pour cela j'ai besoin de lait et d'eau. Je les ai rassemblés ici ensemble, de beurre, de sel fin, de farine type 55, d'œufs et un petit peu de lait pour la fin de la pâte. Pour ce qui est des ingrédients, je vais vous les citer tant qu'on y est. Donc 125 g de lait, 125 g d'eau, 100 g de beurre, donc du sel fin, 165 g de farine et 250 g d'œufs entiers. Nous commençons de suite par faire chauffer notre eau et notre lait. Dans cette eau et ce lait, je rajoute mon sel fin et je rajoute également mon beurre. Voilà, je vais faire chauffer à puissance 10 sur une échelle de 12 de façon à bien faire chauffer l'eau et le lait, de dissoudre le sel et de bien faire fondre mon beurre. Ça va nous prendre quelques secondes. Le but n'est pas de temps de faire réduire l'eau et le lait, le but est juste de le faire chauffer et de faire fondre le beurre. Donc c'est pas une cuisson. Voilà, je vais augmenter un petit peu pour aller plus vite. Voilà, en attendant, j'ai ma farine ici qui a été pesée. Donc farine type 55, c'est mieux. On la trouve partout dans le commerce sans aucun problème. C'est la farine la plus couramment utilisée en pâtisserie. Voilà. Donc ça fond tout doucement. On ne doit pas trop voir à la caméra, c'est un petit peu. Voilà. Donc là, je vais arrêter avec la maryse et je vais prendre une spatule rigide. Donc je vais réduire, voilà, l'ébullition est atteinte et le beurre est fondu. À ce stade-là, je vais retirer la casserole du feu. C'est très important, l'ajout de farine se fait toujours hors du feu et non pas dans le mélange en ébullition. Et je vais y verser ma farine en une seule fois. Et là, je vais mélanger avec ma spatule de façon à obtenir une pâte qui s'appellera la panade. La panade, c'est la base de la pâte à choux. On donne ce nom-là juste avant de rajouter les œufs. Et une fois que les œufs sont rajoutés, on appelle ça donc la pâte à choux. Donc je mélange bien de façon à obtenir un mélange homogène, sans grumeaux. Alors si on mélange vigoureusement, sans s'arrêter comme je le fais là, il n'y a pas de souci de grumeaux. L'important est vraiment de mettre la farine hors du feu lorsque le liquide n'est plus en ébullition. On obtient notre panade, on peut bien le voir ici. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, cette panade, je vais la dessécher. Donc, la dessécher dans la casserole jusqu'à ce qu'elle n'attache plus aux parois de la casserole et qu'elle forme une boule. Alors là, il faut mélanger bien sûr sans arrêt. C'est important. Bon, vous allez me dire que déjà à ce stade, elle n'attache plus aux parois de la casserole. Mais c'est quand même bien de la cuire un petit peu de façon à bien faire éclater les grains d'amidon de la farine. Moi j'ai un petit repère, lorsque j'ai un petit voile blanchâtre qui se forme au fond de la casserole, je me dis que ça y est, c'est prêt, je peux arrêter de cuire. Alors ce voile est en train de se former, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça aide. Bien sûr il ne faut pas que le fond de la casserole colore, on arrête bien avant. Alors voilà, vous voyez ma panade est prête, et je ne sais pas si on le voit à la casserole, à la caméra. Ici, le fond est légèrement blanchâtre. Voilà. Donc, à ce stade-là, je vais débarrasser ma panade dans le batteur. Alors, si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez le faire à la main, il n'y a aucun souci.
Et voilà, vous vous retrouvez donc avec ceci. Donc vous voyez, je rajoute toujours mes œufs petit à petit. Au fur et à mesure, ils s'incorporent dans la panade. Je répète le terme volontairement pour que vous puissiez bien enregistrer. Et à ce stade, je vais arrêter de façon à détacher cette partie de pâte qui reste au milieu sur la feuille. Et je vais également détacher toute la pâte qui est sur le pourtour du bol, de façon à ce que le mélange se fasse bien. Voilà, je recommence. Alors chef, on a eu un petit problème de son. Vous pouvez dire que la recette va bientôt être sur le site? Oui, la recette va être sur le site dans les prochains jours. On vous fera un petit message sur Facebook pour vous dire qu'elle est consultable. Voilà, je vais continuer à rajouter les œufs. Alors, il faut être prudent. Il ne faut pas mettre tous les œufs. Parce que dans certains cas, selon la façon dont on a desséché la panade, on peut avoir trop d'œufs. Mais on peut aussi en manquer. Dans le cas où on manque d'œufs, on va se servir du lait. Dans le cas où on a trop d'œufs, eh bien, on ne fait pas tout. Et ça, on le voit à l'œil. C'est là qu'on se rend compte vraiment si la pâte est prête ou non. Alors là, elle est encore trop sèche pour s'arrêter. Alors, les signes qui vont vous faire savoir que la pâte est prête. Déjà, elle va être brillante. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas, elle est très terne. Elle va être également souple. Quand vous allez passer la spatule au milieu de la pâte, ça va créer un sillon qui va se refermer tout doucement. Et lorsqu'on va également relever le bloc moteur, on va avoir la pâte qui va rester accrochée à notre feuille et qui va retomber tout doucement. Ça sera signe que votre pâte est prête. Si la pâte reste accrochée en bloc et que rien ne bouge, elle n'est pas assez hydratée. Si la pâte est ferme, elle n'est pas assez hydratée également. Alors là, je vais continuer en rajoutant de l'œuf. Et si on hydrate trop la pâte, là aussi c'est pas bon. Parce que si la pâte coule vraiment trop vite, à la cuisson, ça ne va pas marcher. Voilà, je vais l'arrêter une seconde fois, juste pour détacher la pâte de la feuille, rassembler tout au milieu. Voilà. Très bien. Et on continue. Donc là, ma pâte est encore terne, donc je vais rajouter la totalité des œufs. Et j'aurai besoin cette fois-ci donc d'un rajout de lait. Alors bien sûr, là j'ai beaucoup trop de lait. On va en mettre petit à petit. Comme ceci. Et là, ma pâte va commencer à être brillante et à s'assouplir. Encore un petit peu. Donc, souris de brillance, souplesse. Ce sont deux signes vraiment évocateurs qui vont dire que votre pâte est prête. On parle souvent de bec d'oiseau, c'est un petit peu comme pour la meringue. Quand vous prenez la feuille, il faut aussi que ça fasse comme un bec d'oiseau. Donc là, je vais encore rajouter, j'ai un petit peu l'habitude, donc je me rends compte à l'œil nu. On va essayer de la montrer à la caméra, lorsque ça sera vraiment terminé. On essaye de voir cette brillance, cette souplesse. Alors là, je vais l'arrêter, on va faire un test. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je vais recommencer. La pâte, regardez la pâte, comment elle s'écoule de la feuille. Elle s'écoule très lentement. Très lentement. Pour moi, il manque à peine un petit peu de lait. Il faudrait qu'elle s'écoule un peu plus rapidement et qu'elle ait un peu plus de brillance. C'est difficile de vous montrer à la caméra, je sais bien. Allez, un petit peu de lait. Et là, on va être bien. Voilà, là on la voit, elle s'est écoulée. Et là, elle descend tout doucement. Voilà.
Très bien. On va arrêter là. Alors ça, c'est un petit réglage qu'il faut faire, hein, parce que sinon vous aurez des surprises à la cuisson. Donc c'est important. C'est pour ça que je prends aussi du temps ce soir pour vous le montrer. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à faire sur la recette. Donc la pâte, on peut le voir ici, elle a une certaine brillance, alors qu'au départ elle est complètement terne. Et là c'est signe qu'elle est bien hydratée et qu'il y a ce qu'il faut à l'intérieur. Et si je fais un sillon, alors, si je fais un sillon, le sillon se referme tout doucement. C'est vraiment lentement. Voilà. Donc je vais débarrasser un petit peu tout ceci. Et donc je me suis préparé une poche à douille avec une douille unie. C'est une douille qui fait environ 15 mm de diamètre. Et je vais remplir dans ma poche avec cette pâte à choux. La pâte à choux doit être utilisée dans l'heure qui suit. Alors elle peut attendre un petit peu, mais on ne peut pas faire une pâte à choux le matin pour le soir. Il vaut mieux l'utiliser rapidement. Voilà. Et je vais prendre donc une plaque à pâtisserie qui est recouverte donc d'une toile fine pâte. Et je vais pocher donc mes choux. Donc on va les pocher en quinconce de façon à ce qu'ils ne se gênent pas à la cuisson. Et on va faire des choux d'environ 3 cm de diamètre. Vous voyez, les choux ne s'étalent pas une fois qu'ils sont pochés, ils restent bien ronds. Ce qui est normal. Cependant, la pâte à choux est souple. Je n'ai aucun mal à l'extraire de la poche à douille. Voilà. Et avec cette pâte, on peut faire tout ce qu'on veut, des choux, des éclairs, des religieuses, tout ce qui est à base de pâte à choux. Voilà, je vais arrêter là, on en aura assez pour ce soir. Avant de mettre à cuire, on va juste passer un petit peu de dorure. Alors la dorure, c'est de l'œuf entier qui a été battu, tout simplement. Vous voyez, je trempe le pinceau, j'enlève l'excédent et je tamponne juste le dessus. On ne fait pas de coulures qui vont tomber sur la plaque, sur la toile s'il pâte, et qui vont empêcher le chou de se développer. Donc on en met à peine. Voilà, et donc on va enfourner ces choux dans un four ventilé, donc four chaleur tournante, préchauffé à 170 degrés. Et on va les cuire pendant 35 minutes. Il est important de les cuire assez longtemps. Si vous les sortez du four trop tôt et qu'ils ne sont pas cuits à cœur, ils vont retomber. Donc il vaut mieux prolonger un peu la cuisson, qu'ils soient un petit peu trop cuits, trop sec on va dire. Et on les cuit à 170 degrés pour qu'ils aient une coloration lente et progressive, plutôt que d'avoir une coloration rapide et d'avoir des choux qui soient noirs au bout du compte. Voilà, et avant de l'enfourner, je vais juste les parsemer d'amandes taillées en bâtonnets. Tous ces produits, vous les trouvez sur le site, bien sûr. Voilà, on les pose sur la dorure. À la cuisson, ils vont se coller tout seuls. Voilà. Et je vais enfourner. Donc ça, je vais débarrasser ce que je mets. Je vais l'enfourner ici. Donc à mi-hauteur. « 25 minutes. Pour les besoins du direct, nous avons déjà des choux qui sont cuits.
Donc on reviendra dessus tout à l'heure, au moment de les garnir de glace. Pour l'instant, nous allons faire donc la pâte sablée aux amandes. Donc pour cela, il me faut différents ingrédients, à savoir de la farine. J'ai également mis la levure chimique dans la farine, du sel, de la poudre d'amande. Donc ici j'ai de l'œuf entier, du sucre glace, du beurre et de la vanille. Ici c'est de la vanille liquide. Vous pouvez mettre de la gousse de vanille, de la vanille en poudre, ce que vous voulez. Ça marchera pareil. Alors je vais reprendre mon robot pour faire ma pâte. Et je vais prendre donc une cuve avec toujours l'accessoire feuille qui est l'accessoire idéal pour pétrir les pâtes. Et je vais commencer par y mettre mon beurre, beurre pommade et mon sucre glace. Alors pour ce qui est des proportions, je vais vous les citer également, je les ai notés. Nous avons 120 g de beurre, 80 g de sucre glace, 50 g d'œuf entier, donc ici, 30 g d'amandes en poudre, 210 g de farine, le sel, la vanille qu'on va rajouter ici, 2 g, on va faire après, et la levure chimique qui est ici sur la farine, 2 g également. Donc je vais commencer par blanchir le sucre et le beurre. Donc on mélange les deux ingrédients jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte lisse. À mi-parcours, je vais pouvoir y rajouter l'amande en poudre. Comme ceci. Voilà. On peut y mettre le sel dès maintenant également. Alors je prends la peine d'arrêter pour détacher le beurre qui se met en bloc au milieu. Voilà, qui se mélange bien, c'est toujours le problème. Parce que vous voyez, on ne mélange pas à grande vitesse. Je suis au premier cran avec le batteur. Voilà, je vais détacher à nouveau. Également corner les parois de la cuve de façon à tout assembler au milieu. Voilà. Alors quand le mélange est obtenu, on va y rajouter l'œuf, on mélange bien pour avoir un appareil homogène. Je vais y rajouter la vanille. Alors là, je vais mettre quelques gouttes. Voilà. Et on va y rajouter donc, en dernier lieu, la farine. Alors j'arrête le batteur exprès pour ne pas avoir de projection. Voilà. Et on va y aller avec précaution. Voilà. Pour obtenir une pâte homogène. Ça y est. Donc elle se forme. Et on arrête dès qu'il n'y a plus de farine. Comme ça. Il ne faut pas la pétrir à outrance, sinon on aura une pâte sèche au bout du compte. Donc on va débarrasser la pâte, on va l'enlever de la feuille, bien la détacher de partout. Voilà. On va donc la réunir. Je vais prendre une corne, ça plus facile en boule. Et on va l'étaler sur une feuille de papier sulfurisé. Donc je vais la mettre bien au centre, comme ceci. Et je vais donc l'étaler, lui donner une première forme à la main, comme ceci, rectangulaire. Voilà, on a des proportions pour faire deux bûches.
Je précise, je ne l'ai pas dit au départ. Donc, j'ai de la pâte pour 2 bûches. On a de la pâte à choux, vous avez vu, je n'ai pas tout poché. C'était pour 2 bûches également. Je prends une seconde feuille. Je la pose sur le dessus. Je la fais bien adhérer. Et là, je vais l'étaler avec mon rouleau laminoir. Alors, le rouleau laminoir, c'est un rouleau qui a des galets qui se mettent au bout. On dévisse le bout. On a des galets de différentes hauteurs. C'est pour étaler vraiment sur une épaisseur régulière. Et ici, je suis sur 3-4 mm. Et là, je vais étaler ma pâte de façon à ce qu'elle fasse la taille de mon moule. Alors, mon moule, c'est celui-ci. C'est un moule rectangulaire avec les bords cannelés. Et il faut vraiment que ma pâte couvre mon moule. Donc déjà, je suis très épais. Donc déjà, je vais prendre la longueur du moule. Et ensuite, je vais l'étaler dans l'autre sens pour faire la largeur. Donc, on peut y aller un petit peu en milieu aussi pour attraper les angles si nécessaire. Comme ceci. Voilà, et là on écrase bien. On ne peut pas aller plus bas que la hauteur des galets. Donc on écrase bien jusqu'à ce qu'on puisse plus étaler la pâte. En fait, on est un appui sur le plan de travail. Et on fait ça dans tous les sens. Comme ceci. Voilà. Donc à ce stade, on va la laisser reposer au frais. C'est très important de la laisser reposer au frais pour ne pas qu'elle se rétracte à la cuisson. Donc j'ai déjà une pâte qui est prête au frais. Et j'ai Gaëtan, mon coéquipier du jour, qui va aller me chercher la plaque. Et je vais te donner celle-ci que tu vas pouvoir déposer à la chambre froide. Alors pour la suite, je me prépare. Nous allons foncer donc notre moule rectangulaire à bord cannelé. Et nous allons donc foncer, ça veut dire mettre la pâte dans le moule et bien lui faire épouser les formes. Il ne sera pas utile de graisser le moule, la pâte étant déjà assez grasse comme ça, donc on ne va pas rajouter de beurre. Merci. Voilà, donc ma pâte, elle a été faite ce matin, elle est bien froide, elle est rigide. Je retire mon papier du dessus. Et je vais venir retourner ma pâte directement sur mon moule. Et je vais retirer le second papier. Alors ici il fait chaud avec le projecteur. Comme c'est une pâte assez grasse, elle a beaucoup de beurre, elle va ramollir très vite. Donc il faut travailler rapidement. Et là je vais foncer dans mon moule, c'est-à-dire je vais lui faire épouser la forme du moule en la descendant doucement, bien marquer l'angle droit au fond, bien enfoncer la pâte dans les alvéoles, dans les cannelures, de façon à ce qu'elle soit bien emprisonnée, bien prise. Voilà, cette pâte va cuire tranquillement, sans se déformer. Elle va peut-être bouger un petit peu, mais sans trop se déformer. Et on va la cuire également dans un four donc préchauffé à chaleur tournante à 170 degrés pendant 20 minutes. Voilà, j'ai bien fait épouser la pâte au fond du moule et tout cet excédent, je vais le retirer avec un couteau, tout simplement. Couteau tenu à l'horizontale que je fais glisser sur le bord du moule. Voilà, cette pâte, on la remet en boule, on la remet au frigo, on pourra la réétaler. Alors ici, je vais juste peaufiner l'angle avec le pouce en frottant bien fort.
Voilà, c'est une petite finition. Ça permet à la pâte de bien adhérer au moule, de ne pas s'affaisser à la cuisson et de bien faire épouser également la forme alvéolée. Voilà, comme ceci. Donc inutile de piquer la pâte, elle ne va pas bouger à la cuisson. On va juste la mettre sur une plaque à pâtisserie pour pouvoir la manipuler facilement. Et tant qu'elle est bien froide, on va la mettre dans notre four, dans le second four, ici à ma droite. Si par cas vous aviez une pâte qui est un peu molle, à ce stade-là, il faut passer l'eau au frais une demi-heure avant de le cuire. Donc 20 minutes. 170 degrés. Il n'y a pas de risque que ça brûle. Après la cuisson, nous allons obtenir ceci. Donc voilà, mon fond de pâte a été fait au préalable. J'ai un moule à fond amovible, donc très facile à démouler. Et ça sera la base de ma bûche, que je vais garder ici de côté pour l'instant. Troisième étape, nous allons faire la glace. Donc glace à la vanille. Donc bien sûr, à la maison, vous pouvez faire tout ça à l'avance. Vous pouvez faire votre fond de pâte à l'avance, faire vos choux et les garder vides. Également faire votre glace et la garder au congélateur. Moi, je fais les choses les unes après les autres, bien sûr, pour les besoins du direct. Donc pour la glace, il nous faut, on va partir sur une base de 1 litre de glace. On en aura trop, mais ça se conserve bien. Donc il y aura toujours des gourmands qui vont vouloir en manger, malgré tout. Donc il nous faut 1 litre de lait, entre 8 et 12 jaunes d'œufs. Alors ce qui va changer, c'est la texture de la crème anglaise. Vous savez que la glace à la vanille, c'est une crème anglaise à la base. Donc la texture va être un peu plus épaisse ou un peu moins épaisse selon qu'il y ait plus ou moins d'œufs. Également la couleur. Plus il y aura d'œufs, plus la crème anglaise sera jaune et plus votre glace sera jaune. Si vous avez des œufs fermiers, c'est encore mieux. Vous aurez une glace vraiment très jaune et c'est beaucoup plus appétissant. Alors je vais commencer par blanchir mes œufs, mes jaunes d'œufs. Donc je vais mettre dans un petit cul de poule. Et je vais les mettre avec la moitié du sucre. Et je vais les blanchir. Alors on ne laisse jamais le sucre et le jaune d'œuf ensemble sans les mélanger. Parce que le sucre va pomper toute l'humidité du jaune d'œuf. Et au bout du compte, vous aurez des jaunes d'œufs qui seront cuits, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils auront perdu toute leur humidité, donc ils vont faire des blocs, des morceaux, et on ne pourra plus les dissoudre. À partir du moment où c'est mélangé, on peut les laisser en attente, il n'y a aucun souci. Quand ça c'est fait, on va reprendre notre plaque. C'est la crème anglaise, c'est une cuisson. Hop. Voilà. Et on va faire chauffer notre lait. Donc on prend une grande casserole. Et on va faire chauffer donc le lait. Donc prenez du lait entier, c'est mieux. Je sais que c'est plus gras. Donc vous aurez quelque chose de plus goûteux. À la rigueur du demi-écrémé. Et on va mettre le restant de sucre dans ce lait. Alors à quoi sert, d'après vous, je n'ai pas de réponse, mais bon, ce sucre. Ce sucre va servir à éviter à ce que la casine du lait caramélise en fait au fond de la casserole et que ça n'accroche. Ça va retarder ce phénomène. Voilà, donc je fais chauffer. Je vais rajouter la vanille. Je vais continuer à la vanille liquide. On pourrait y mettre une gousse. Et là, je peux charger un peu plus pour avoir un bon goût de vanille. Voilà, et je vais faire monter donc le lait à ébullition. Pour la cuisson de la crème anglaise, j'aurai besoin d'un thermomètre. Donc thermomètre sonde et non pas un thermomètre à visée laser parce qu'il y aura de la vapeur qui va s'échapper et le thermomètre visée laser prendrait la température de la vapeur et non pas du mélange. Donc attention, le thermomètre visée laser est beaucoup plus préconisé pour ce qui est
température du chocolat et ce genre de choses où il n'y a pas d'évaporation et de vapeur. Donc on va attendre que le lait entre en ébullition. Je vais préparer un bac. Ça sera pour recueillir notre crème anglaise une fois qu'elle sera cuite. Pour la refroidir rapidement, on va la mettre sur une fine épaisseur. Et lorsqu'elle sera froide, on va la turbiner. Donc dans notre turbine à glace, turbine qui a un groupe de froid intégré, c'est beaucoup mieux que les sorbetières où on peut mettre un accumulateur dans le congélateur. Sachez que ça a une durée de vie déjà assez limitée. On peut faire qu'une glace à la fois et il faut remettre l'accumulateur dans le congélateur. Donc c'est pas très pratique. Tandis qu'avec ces turbines-là, elles refroidissent toutes seules. Donc on peut faire des glaces à la chaîne. Je sais que vous avez ajouté de l'extrait de vanille ou de l'arôme de vanille. Bonne question. C'est de la pâte de vanille précisément. Alors c'est de la pâte de vanille de chez Eurovanille qu'on vend sur le site que vous pouvez trouver. Donc, vous pouvez le faire également avec de la gousse de vanille, avec de la vanille en poudre. Est-ce que vous avez? Vous avez des petits points noirs dans cette pâte de vanille, donc vous allez la retrouver dans la glace. Comme si c'était de la vanille en mousse. Voilà, donc je mélange de façon à ce que ça chauffe plus vite, homogénéiser la chaleur. Voilà, on va attendre l'ébullition. Et dès que ça va rentrer en ébullition, je vais verser la moitié de mon lait sur les œufs. Sur les œufs blanchis avec le sucre. Ensuite, nous allons cuire la crème anglaise. Donc, cuisson à la nappe. Température à ne pas dépasser 85 degrés. C'est pour ça que j'ai ce thermomètre. Si vous dépassez les 85 degrés, vous allez faire des œufs brouillés. Et après, c'est très difficile à rattraper. Voilà, là ça bout, hop, ça va vite. Et je verse la moitié de mon lait sur les jaunes, comme ceci. Voilà. On fait à peu près à vue d'œil. Voilà, je remets ma casserole sur le feu. Je vais baisser un petit peu la température. Et je vais verser mes jaunes, donc, sur le restant du lait. Voilà, interdiction d'aller répondre au téléphone, de partir. Il faut mélanger sans arrêt. Toujours en mouvement. Et je vais mettre mon thermomètre dedans. Ouais, je suis déjà à 80 degrés. C'était tellement chaud, 81, 82,8. 83, 84,3. Allez, hop, j'arrête tout. Je sors ma casserole du feu. Ça va très très vite. Je vais contrôler ça avec ma maryse. Je vais prendre une ici. Voilà, on appelle la cuisson à la nappe pour la crème anglaise. Parce qu'en fait, la crème, elle nappe la spatule. Et pour vérifier, si on n'a pas de thermomètre, si notre crème anglaise est cuite, en fait, on prend notre préparation, on passe le doigt dessus, et il faut que la marque du doigt reste visible. Alors ici, elle a beaucoup moussé sur le dessus parce que j'ai beaucoup mélangé au fouet. Mais c'est pas très gênant. Je la remets un petit peu sur le feu. Maintenant que l'ébullition est bien retombée, je vais revérifier la cuisson. Je suis à 80 degrés. Voilà, on va arrêter là. On va prendre de risques. Et je vais donc passer ma crème anglaise ici, directement, pour la faire refroidir rapidement. Si vous la mettez à turbiner dans bouillante, la turbine va avoir du mal à tout faire réchauffer. Donc c'est un petit peu ridicule. Autant la laisser refroidir un petit peu ici. Et puis dans une demi-heure ou comme ça, on va la mettre à turbiner. Vous vous doutez bien, pour les besoins du direct, j'ai une glace qui est prête. Donc la crème anglaise turbinée, glace vanille.
glace vanille, vous la conservez au congélateur. Très important. Si elle est trop dure, parce que vous l'avez faite il y a 3 jours, vous la sortez, elle est comme ça. Vous prenez votre robot, votre KitchenAid, et vous la mettez dans une cuve qui sera passée bien sûr au congélateur avant qu'elle soit bien froide, et avec la feuille, vous allez malaxer votre glace de façon à la récupérer souple. Et après, vous pourrez la mettre dans une poche à douille munie d'une douille. Non, pas encore. Poche à douille munie d'une douille unie. Et ici, j'ai une poche à douille, on en parlera plus tard, d'une douille unie pour farcir nos choux. Voilà. Donc ça, on va le laisser de côté. Ici, refroidir. De temps en temps, on donne un petit coup de fouet. Voilà, histoire que la coagulation ne se fasse pas et que la crème refroidisse plus vite. Donc nous avons nos choux. Ils sont en train de cuire. Notre fond de pâte, il est en train de cuire. Notre crème anglaise qui est faite est refroidie. On va démarrer le turbinage un peu plus tard. Et nous, on va continuer la recette pour l'instant. Alors, glace vanille, très bien. Nous allons faire la sauce chocolat. Alors, pour la sauce chocolat, nous avons besoin de 25 g d'eau, de 60 g de sucre, de 12 g de glucose, que j'ai déjà mis ici dans la casserole. Également de la crème fleurette. Également du chocolat, 25 g de chocolat et de la pâte à glacer. Bon, la pâte à glacer, on la trouve toute faite dans le commerce pour les professionnels. Et là, je vais vous dire comment la faire vous-même. La pâte à glacer, c'est quoi? C'est du chocolat fondu dans lequel on a mis de l'huile. Donc il faut compter entre 20 et 30% d'huile par rapport au poids de chocolat. Donc ici, j'ai 125 g de pâte à glacer. Donc j'ai mis 100 g de chocolat. J'ai choisi le chocolat force noire. Je l'ai fait fondre au micro-ondes. D'ailleurs, je vais le repasser un peu au micro-ondes parce qu'il s'est un petit peu rigidifié. Et dans lequel j'ai mis donc de l'huile de pépins de raisin. Toujours pareil, c'est toujours l'huile qu'on utilise. Et je vais mélanger et j'obtiens mon chocolat. Et on va mélanger tout ça et on va obtenir une sauce au chocolat. Donc il me faut, pour commencer, une plaque de cuisson. C'est la pâte à glacer que je cherchais. Voilà, on va y arriver. Donc vous voyez, je l'ai mis quelques secondes et j'ai récupéré une certaine souplesse. Voilà. Alors on va faire un petit sirop. On a des quantités réduites parce que j'ai des proportions pour juste la bûche ce soir. On va mettre dans la casserole, donc on a le glucose en sirop, on a l'eau, on a le sucre. Et on va donc mettre à chauffer pour obtenir un petit sirop, tout simplement. Ça va aller assez vite. Dès que l'ébullition est obtenue et que le sucre est fondu, on arrête. Donc je mélange au départ pour bien mélanger tous les ingrédients. Et là, on va laisser porter à l'ébullition et obtenir notre sirop. Quand le sirop sera chaud, je vais rajouter la crème. Quand la crème sera chaude, que l'ensemble sera chaud en ébullition, on va tout verser sur la pâte à glacer et sur les pistoles. Donc les pistoles, je les mets dans la pâte à glacer. Et c'est la chaleur du sirop qui fera que tout va fondre et va former une sauce au chocolat. Voilà, mon sirop est en train de se former. L'ébullition n'est pas loin. Voilà. Donc je peux le retirer du feu juste pour vous montrer ce que ça donne. Et pour vérifier qu'il n'y ait pas de grains de sucre, non, voilà, j'ai un sirop parfaitement translucide. J'y rajoute ma crème, donc crème fleurette à 35% de matière grasse. On va redonner une ébullition à ce mélange. Donc ça va très vite. Les quantités sont réduites à
Il y a le four qui sonne. Hop, je crois que c'est même partout le nez, ça. Voilà, on va laisser dans le four, il n'y a pas de souci. À 170 degrés, ça risque rien. Voilà. Donc l'ébullition est atteinte. Et je vais venir verser mon mélange en ébullition sur un pâte à glacer et sur mon chocolat en pistole. Et je vais mélanger de façon à former une émulsion. Voilà, et là j'obtiens donc ma sauce chocolat qui sera parfaite pour mettre sur ma bûche. Bien sûr, on la fera réchauffer juste avant de la déposer sur la bûche, sur les choux. Et bien sûr, cette sauce se met juste avant de servir le dessert aux convives. Je vais laisser le fouet dedans, ça pourra servir. Voilà. Étape suivante, nous allons fourrer les choux. Donc, Gaëtan, je vais te demander d'aller me chercher, s'il te plaît, la poche qui est garnie de glace. Et les choux, je les ai ici. Alors, bien sûr, je prends ces choux parce que ceux-ci, ils sont froids. Et c'est important d'avoir des choux bien froids au moment de les garnir. Merci. Donc, vous voyez, j'ai mis ma glace dans une poche à douille avec une douille unie d'un diamètre 10 mm environ. Et là, je vais me dépêcher parce qu'il fait chaud et je ne veux pas ma glace fondre. Alors, je vais placer le fond de mes choux. Nous avons les mêmes derrière qui cuisent. Je vous les montrerai après. Je ne vais pas tous les farcir, mais au moins vous montrer 2 ou 3 choux. Donc je vais bien caler ma poche dans la main. C'est ma main droite qui presse de façon à extraire la glace. Je vais faire un petit test pour voir. Vous voyez, la glace elle sort bien. Voilà, il faut qu'elle soit bien souple. Hein. Et ensuite, je me mets dans le trou et je garnis. Alors déjà, je vois la glace avancer dans la poche et je vois les points noirs avancer. Donc je sais que ma glace, elle sort. Et également, je me rends compte si mon chou est plein ou non en le sous-pesant avec ma main gauche. Là, je me rends compte si vraiment il est plein ou non. Il n'y a rien de plus désagréable que de tomber sur un chou ou sur un éclair qui ne soit pas bien rempli. Parce qu'évidemment, on a un trou dedans et bon, on aimerait bien qu'il soit bien rempli de glace ou de crème lorsqu'on le mange. Voilà, et là vous vous rendez bien compte, avec la main, on sent que le chou a pris du poids et donc qu'il est rempli de glace. Voilà, ces choux peuvent être fourrés à l'avance également et conservés au congélateur comme ceci. Donc, en fait, c'est une recette pratique parce qu'on peut faire beaucoup de choses à l'avance, un petit peu comme la semaine dernière avec le pavlova. Et puis après, il n'y a plus que le montage à faire à la dernière seconde. Voilà, Gaëtan, je vais te redonner cette plaque. Tu vas tout me remettre au congélateur, s'il te plaît. Voilà. Donc, je vais quand même démarrer ma glace. La crème anglaise est encore chaude, mais elle a quand même refroidi un petit peu du fait qu'elle soit mise comme ça sur une fine épaisseur et dans un bac. Alors je vais essayer une pancarte de cochonnerie. Voilà. J'enlève. Ici j'ai ma pâle. Là j'essaie de bien me caler, que vous voyez bien. Et je vais remplir donc mon bac à la moitié environ, un peu plus de la moitié. Voilà, comme ceci. Bon, on verra sûrement pas le résultat final parce qu'il faut quand même compter 40 minutes de turbinage. Mais au moins, vous verrez comment on fait. Voilà, je remets donc ma pâte dedans. Je remets mon couvercle. Le bloc moteur. Alors, il faut bien
faire coïncider. Voilà. Je mets en marche et là je sélectionne donc le temps. Je vais mettre 40 minutes et je le mets en route. Et là, je n'ai plus rien à faire, je le laisse de côté. Donc je vais le pousser, on va le laisser tourner ici, dans le coin, tranquillement. Étape suivante. Je vais récupérer donc mon fond de pâte, qu'on va démouler, sans le casser bien sûr. Hop, voilà. Et on va le garnir de chantilly. Donc les petites rolls comme on les mange au restaurant, il y a la pâte à choux, il y a la glace, et il y a la chantilly. Bien sûr le chocolat. Gaëtan, est-ce que tu peux aller me chercher s'il te plaît le bol de chantilly? Alors la chantilly, je l'ai montée un petit peu en amont. Hop, voilà, ça c'est cuit. On va le laisser comme ceci. Et ça c'est cuit aussi, on va le laisser comme ça. Super. Dans la chantilly, pour les proportions, c'est de la crème toujours fluette à 35% matière grasse. Je sucre entre 150 à 200 grammes de sucre par litre de crème fleurette. Donc ça dépend si vous aimez sucré ou un peu de sucré. Vous pouvez sucrer à 150. Si vous aimez comme il faut, c'est 200 grammes. Ensuite, la vanille, on met toujours de la vanille, toujours la même, la pâte de vanille de chez Eurovanille. Et on peut rajouter, si on veut, un peu de chantifix. Alors, le chantifix, c'est un gélifiant en fait, qui se mélange dès le départ dans la crème fleurette, mélangé au sucre pour éviter les grumeaux. Et vous le fouettez, et votre chantilly va monter beaucoup plus vite et elle aura une meilleure tenue. Alors, le dosage indiqué par le fabricant est de 20 grammes par litre. Moi, j'aime bien le réduire un petit peu parce que je trouve que ça a tendance à gélifier un peu trop. Voilà, là, je vais juste la rebattre un petit peu. Et voilà. Donc, j'ai ma chantilly. Je vais prendre une poche à douille sur laquelle j'ai mis une douille. Alors cette douille, elle est spéciale, elle est pas mal, je voulais vous la montrer. Parce qu'en fait, je peux avoir une douille unie. Alors là, c'est l'embase qui est dedans. Et elle n'a pas de vis. En fait, on peut interchanger les douilles selon ce qu'on veut faire. Je peux mettre cette douille cannelée ou une autre douille unie sans besoin de changer de poche. Et ça, c'est pratique. Ça s'appelle les douilles interchangeables. Alors là, pour le départ, je vais garnir mon fond de chantilly. Je vais rester avec seulement l'embase. C'est pas la peine de mettre une douille autre. Et si je veux faire des décors tout à l'heure avec la douille cannelée, je pourrais le faire facilement. Donc on va mettre la chantilly dans la poche. Alors j'ai mis un peu de chantilly moi ce soir. C'est mieux. Ça tient bien. Faut pas en abuser. Et je vais venir donc garnir. Voyons, je vais mettre comme ceci. Je vais venir garnir mon fond de pâte. Voilà, comme ceci. On ne va pas le lisser, on va laisser comme ça fait joli, c'est rigolo, de toute façon on ne va pas les voir, on va les recouvrir de choux. Et Gaëtan, je vais aller me chercher donc des choux maintenant, qui sont fourrés. En attendant, je vais vous sortir les choux qu'on a réalisés ensemble. Et vous allez voir, le résultat est quand même pas mauvais. Hop, j'essaye de vous faire voir ça à la caméra. Voilà, on arrive à les voir là. Merci.
Donc voilà, j'ai préparé les choux à l'avance. Vous les avez ici. Ils sont fourrés. Voilà, cela je les remets un petit peu en arrière. Ça ne me chauffe pas le temps de travail. Et je vais venir donc déposer mes choux sur mon fond de pâte en les accolant 2 par 2. Donc on les dépose sur la chantilly, hein, tout simplement. J'ai calculé, on devait pouvoir en mettre 7, je pense, sur la longueur. Donc si on compte une orangée par personne, ben, ça fait une bûche pour 7 personnes. Voilà, comme ceci. Super. Et ensuite, on va venir donc positionner un chou de plus, ici au centre. Donc à cheval. Tiens, si tu veux les remettre au congélateur, je te remercie. Voilà, nous obtenons donc ceci. On va continuer avec notre chocolat qui a commencé à s'épaissir et c'est très bien. Et maintenant, on va pouvoir l'appliquer avec une cuillère. On va pouvoir vraiment glacer nos profiteroles en faisant plein de feuilles de chocolat. Et bien sûr, vous servirez l'excédent de sauce chocolat à table dans une petite poubelle parce que les invités, bien sûr, il y a de fortes chances qu'ils en reprennent. Alors, ce chocolat est à mettre vraiment à la dernière minute avant de servir. Ne conservez pas votre bûche au congélateur avec le chocolat tout fait dessus, parce qu'à la sortie, ça ne serait pas beau. Voilà, comme ceci. Par contre, avant de mettre le chocolat, on aurait pu la mettre au congélateur et la conserver comme ça une petite heure tranquillement, sans aucun problème. Si on veut, donc, on peut faire des décors avec de la chantilly. Juste pour vous montrer l'utilisation de cette douille. Donc, je viens de visser la douille. Je recommence. Hop, la douille, je la visse sur mon embase. Et on pourrait imaginer que je vienne faire un petit décor avec de la chantilly dessus. Je fais par l'autre côté. Voilà, entre chaque chou, également sur les extrémités. Et voilà. Et comme c'est Noël, ben, on va quand même rajouter un petit peu de paillettes. J'aime bien les paillettes. Je trouve que ça apporte une touche très jolie sur tout ce qui est dessert. Il ne faut pas en abuser. Sachez que les paillettes d'or, c'est du vrai or. Le vrai or est comestible, donc c'est quand même assez cher. Il ne faut pas en mettre trop. Juste que ça se voie, sans trop. Et voilà. J'espère que ma bûche façon profiterole vous aura séduite pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bûche. Je peux vous dire qu'on va utiliser un moule spécial avec un tapis qui va nous permettre d'avoir un effet relief sur le dessus. Je ne vous en dis pas plus. Pour ce qui est du restant, mais je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci Gaëtan. À bientôt.